Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 13h30 passé, donc je vous propose qu'on démarre ce webinaire réalisé en partenariat CNFPT-ANCT et donc qui rentre dans le cadre des rendez-vous de la politique de la ville. Donc aujourd'hui, on est réunis pour faire un deuxième point sur l'expérimentation Big Data qui est en cours en Bretagne avec le centre de ressources Réseauville et Civiteo. Donc, on a aujourd'hui parmi nous Jacques Priol, président de Civiteo, et Émilie Sarrazin de Réseauville. Sans plus attendre, je vais leur laisser la parole pour développer un peu leur expérimentation et puis où ils en sont dans leur projet. Et puis ensuite, Danaï est dans les coulisses aussi pour toutes les questions techniques. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay via la plateforme La Grande Équipe et puis sur la e-communauté développement local. Voilà, bon webinaire à tous et puis à tout à l'heure pour la partie questions et pour vous donner les infos sur les prochains webinaires du mois de juin. Merci Marie, bonjour à toutes, à tous. Jacques Priol, donc je suis le fondateur du cabinet Civiteo. Je préside par ailleurs l'Observatoire Data Publica qui se penche sur la manière dont les acteurs publics utilisent des données de façon récente, puisque depuis 2-3 ans, on voit beaucoup d'innovations, beaucoup de sujets, des smart cities par ici, des territoires intelligents par là. Et je suis également auteur et conférencier. Je précise qu'à travers mon intervention, je vais vous parler d'un projet qui est un projet assez atypique, qui nous tient à cœur, qui est différent des interventions que nous faisons habituellement auprès du monde territorial, beaucoup de métropoles, des départements, des régions, mais là, il s'agit de quartiers politiques de la ville, ce qui lui donne une connotation un petit peu particulière, vous allez le voir. Je laisse la parole à Émilie Sarrazin, qui est la directrice de Réseauville, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'avoir conçu ce projet et de nous avoir confié un bout de la maîtrise d'œuvre à leur côté. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Moi, je suis directrice du Centre de ressources Réseauville. C'est un centre de ressources politique de la ville qui est une association loi 1901 qui intervient auprès de tous les acteurs des quartiers politiques de la ville de Bretagne et de Pays de la Loire. C'est environ 78 quartiers, 32 villes qui sont adhérentes à notre association et 250 000 habitants. Notre corps de métier classique est véritablement de mettre en réseau et de travailler à la montée aux compétences de tous ces acteurs-là. Et puis, depuis 2019, on a eu cette intuition, qui est une intuition que Jacques va plus préciser, parce que c'est d'abord et avant tout une rencontre, quand même. Voilà, cette intuition que peut-être il y avait quelque chose à travailler autour de la question des data. Donc, on s'est lancé dans cette expérimentation en lien avec la NCT fortement, qui nous a soutenu dès le départ d'ailleurs, dans cette expérimentation que nous avons appelée Data et Quartier. Donc, comme il était précisé au tout début, on a déjà fait un webinaire de présentation un peu des enjeux. Là, on est à l'étape 2, puisque ce programme-là, il est en cours depuis 2019. Donc, étape 2, qui est l'étape, on va dire, intermédiaire, parce que c'est un programme qui dure 3 ans. Voilà, et que effectivement, je suis assez heureuse et enthousiaste de piloter depuis 2019. Donc, Jacques, je te laisse la parole. Merci, Émilie. Alors, ce projet Data et Quartier, il a débuté en 2019, mais il est né un petit peu avant. Il est né en 2018 lors d'un forum national organisé par Réseauville avec des acteurs de la politique de la ville. Forum dans le cadre duquel il y avait des ateliers, des temps d'échange, de discussion sur les innovations, les nouveaux outils, les sujets qui pouvaient aider à piloter un certain nombre d'actions concrètes au quotidien dans les quartiers. Et puis, en 2018, eh bien, nous étions dans un contexte où on nous parlait déjà beaucoup de villes intelligentes, smart city, de big data, de data science. Mais souvent, ces projets étaient, ça a un petit peu changé depuis, il faut bien le dire, en 3 ans, et heureusement, mais étaient réservés à des villes-centres, et souvent des villes-centres dans des grandes métropoles, et puis même souvent des quartiers centraux dans des villes-centres de grandes métropoles. Et puis on s'est dit, mais qu'est-ce que ces outils-là
pourrait apporter aussi dans les quartiers périphériques. Une autre question pouvait se poser, c'est d'ailleurs posée par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les territoires ruraux, les territoires périurbains? Les choses ont un petit peu changé depuis, puisque en 2018, nous avions une trentaine de projets de territoires intelligents en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 qui sont en cours de déploiement. C'est un autre sujet. Mais nous avons poursuivi le fil de cette réflexion en se disant, est-ce qu'on peut trouver des objets, des sujets pour lesquels, grâce à la donnée, nous allons à la fois comprendre et expliquer comment ces sujets-là fonctionnent à des acteurs qui n'en sont peut-être pas familiers. Et c'est l'un des objectifs de ce programme, qui est un programme pédagogique. Et en même temps, travailler à la conduite d'expérimentation dont on va se dire que peut-être de nouvelles données ou de nouveaux outils, de nouveaux usages avec des données anciennes vont nous permettre d'améliorer notre connaissance, notre compréhension de ce qui se joue dans les quartiers. Alors pour ça, Réseauville a monté un programme avec des partenaires qui, pour les uns, mettent à disposition des données. Vous allez voir qu'on a réussi, entre guillemets, à mettre la main sur des choses assez étonnantes. Pour les autres, mettre à disposition leur savoir-faire en matière de gestion des données, tout ce qu'on appelle maintenant la data science, l'utilisation d'algorithmes, d'outils de data visualisation, d'outils de modélisation, que l'on commence à voir de façon un peu fréquente sur les mobilités urbaines, par exemple, que l'on commence à voir également sur des sujets de pilotage de l'énergie des bâtiments communaux dans certaines métropoles, et bien de voir si on pouvait les appliquer et les utiliser dans la politique de la ville grâce à des experts qui mettent leur savoir à disposition. Et puis également, bien sûr, des financements parce que c'est important. Et donc, les partenaires sont assez nombreux. Le premier, Émilie l'a dit, c'est la NCT qui accompagne le programme sur 3 ans avec, je dirais, dans le cahier des charges côté ANCT, même si ça s'est passé pas tout à fait dans ce sens-là, mais la NCT a conditionné son soutien et son financement au fait que tout au long du processus, il y ait une documentation de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de comment ça fonctionne et des temps pour rendre compte de ce qui se passe, de sorte à ce que ce programme puisse servir à d'autres. Et depuis, d'autres centres ressources que celui de Bretagne, Pays de la Loire, ont su s'inspirer, ont pu s'inspirer de ces travaux. L'idée, c'est que les bonnes pratiques et les outils intéressants puissent être utilisés au maximum au service de la politique de la ville de façon globale. Des territoires, bien sûr, sont partenaires. Brest, Saint-Nazaire, Nantes Métropole, Le Mans. L'ARS et Harmonie Mutuelle dans le domaine de la santé, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Pôle emploi et Randstad, que l'on connaît en tant qu'entreprise de travail temporaire, mais qui est aussi une entreprise qui travaille sur les bassins d'emploi et les politiques de ressources humaines à grande échelle. Vous allez voir également comment et pourquoi. 3 cabinets sont partenaires du programme à un titre ou un autre. Le cabinet KPMG secteur public, Civiteo que je représente, et le cabinet Valoé, expert en data science, et Romain est présent avec nous aujourd'hui. Alors, le contexte dans lequel se développe cette expérimentation, il est quand même celui de la diffusion d'une idée que de plus en plus, les données sont importantes pour construire et mettre en œuvre nos politiques publiques. Et encore une fois, pas que dans les grandes métropoles, dans ces smart cities, dans ces territoires très intelligents qui laisseraient penser que d'autres le seraient moins. Non, de plus en plus, nous avons des outils, des données, des outils sophistiqués. On nous parle beaucoup des algorithmes, mais pour nous parler des algorithmes de Facebook, de Twitter, l'impact sur les campagnes électorales américaines, ou que sais-je, des questions qui nous concernent aussi dans les territoires et qui nous intéressent aussi dans les quartiers de la politique de la ville. Et puis, ce sujet préoccupe nos décideurs au niveau national. Au mois de décembre est sorti un rapport qui, certes, n'a été lu que par des experts, mais je vous assure qu'il est assez marquant, un rapport d'un parlementaire, M. Botorel, pour une politique publique de la donnée, qui d'ailleurs se traduit déjà en décisions tout à fait concrètes et opérationnelles, puisque dans quelques jours, on va nous annoncer la nomination d'un monsieur ou madame politique publique de la donnée, gestion des données et des algorithmes auprès de tous les préfets de région, et les collectivités vont avoir à travailler sur ces sujets. Alors, je reviens à notre programme Data et Quartier. Nous sommes partis sur 3 sujets. En quoi l'utilisation des données pouvait nous aider sur la thématique de l'emploi, sur la thématique de la santé, sur la thématique de la mobilité. On va détailler les 2 premiers, puisque le 3e est en phase d'amorçage, mais nous avons déjà bien travaillé sur le sujet de l'emploi. Alors la question qu'on s'est posée, comment on a fonctionné des groupes de travail, avec des gens qui viennent plutôt du monde de la politique de la ville, des gens qui viennent des collectivités territoriales, des experts. On a échangé sur des hypothèses, des sujets, on s'est dit, tiens, est-ce que la donnée pourrait nous aider à mieux comprendre un certain nombre de choses? Sur l'emploi, on est parti d'une hypothèse, que les habitants des quartiers cherchent des emplois qui peut-être sont plus éloignés de leur domicile que ça ne pourrait être le cas ailleurs et pourraient donc connaître des difficultés pour accéder à ces emplois avec des idées
qu'on a réfléchi sur le taux de motorisation, sur l'offre de transport public, une fausse idée qui serait de penser que les gens dans les quartiers auraient moins le permis de conduire qu'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, des choses comme ça. On a réfléchi à tout ça et on s'est dit d'abord, est-ce qu'on est capable de mesurer la distance entre l'endroit où j'habite et l'endroit où se trouvent les offres d'emploi réelles qui correspondent à ce que je recherche. Et ça, c'est un sacré challenge et on y a travaillé avec des choses très intéressantes. Pour répondre à cette question, il faut des données. D'abord, quels sont les emplois que les gens qui habitent les quartiers politiques de la ville recherchent? Est-ce que cette donnée est publique? Non, on a bien sûr regardé ce qui existe en open data. Alors, on a signé une convention avec Pôle emploi. Pour pouvoir accéder à cette donnée, qui est une donnée dont dispose Pôle emploi, c'est les métiers que les gens déclarent rechercher lorsqu'ils font leur premier entretien dans une agence de Pôle emploi. Et ces données, on les a récupérées quartier par quartier et classées métier par métier. Ce n'est pas nécessairement une chose très simple. Pôle emploi ne rend pas public ces données à disposition. Ça fait partie aussi de notre pédagogie, de notre apprentissage, de voir qu'est-ce que ça veut dire signer une convention pour accéder à ce type de données, qui sont des données sans doute d'intérêt général, mais qui ne sont pas des données publiques. Qu'est-ce qu'on en fait? On les a récupérées, certaines étaient anonymisées de façon assez radicale parce qu'elles étaient peu nombreuses. Je répondrai peut-être à des questions sur ce sujet en matière de secret statistique notamment. Et puis, il nous fallait les données des offres d'emploi disponibles. Et là, Pôle emploi n'était pas nécessairement la bonne source parce que Pôle emploi n'a qu'une partie des offres d'emploi disponibles. Et là, nous avons travaillé avec un partenaire privé, Randstad, qui a un outil algorithmique qui, d'une certaine manière, récupère, scanne, scrape, comme on dit dans notre jargon, quotidiennement la totalité des offres d'emploi qui sont affichées et disponibles sur 11 000 sites Internet de façon automatisée. Et ensuite, on a géolocalisé ces données. Mais pour ça, il a fallu aussi ensuite avoir des coordonnées géographiques. Et là, nous sommes adressés à l'Observatoire national de la politique de la ville pour récupérer l'ensemble des coordonnées géographiques dont nous avions besoin pour ensuite calculer la distance entre une offre d'emploi disponible et les personnes qui recherchent ces emplois, qui habitent nos quartiers. Et pour ça, on a utilisé une autre source, un autre système. On a utilisé un moteur de calcul de distance qui est celui de TomTom, le GPS. Alors, ça peut vous paraître assez baroque. Il est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude dans nos modèles de fonctionnement, dans nos collectivités territoriales, dans des structures périphériques comme Réseauville, association de collectivités, d'avoir ce type de démarche, d'exploration de données, de conventions à signer, de clauses de confidentialité à signer, de vérification en termes d'atteinte ou pas à la vie privée. On a un RGPD à respecter. J'ai été un petit peu long sur celui-ci pour vous faire comprendre comment on a fonctionné. J'irai un peu plus vite sur les autres. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne quartier par quartier. Là, on a un exemple sur un quartier qui est celui de Saint-Nazaire. On voit quels sont les emplois qui ont été les plus recherchés par les habitants du quartier sur la totalité de l'année 2020. En 1, des recherches de postes de nettoyage. En 2, personnel polyvalent des services hospitaliers, des services domestiques, de la manutention. On voit les métiers qui ont été recherchés. Et nous avons les mêmes informations pour chacun des 72 quartiers qui sont couverts par la zone de Réseauville. Et ensuite, on a pu localiser métier par métier, quartier par quartier, et on va d'ailleurs présenter dans quelques jours les résultats complets aux acteurs qui travaillent dans ces quartiers, la totalité des offres d'emploi disponibles qui correspondent à ces métiers qui sont recherchés. Voilà des données et une manière de regarder les choses qui sont intéressantes et on n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de données qui sont des données massives parce que c'est des grands volumes avec des systèmes de traitement et de data visualisation qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en main et pourtant on peut nous les mettre en main facilement. C'est aussi ça qui change aujourd'hui avec le monde de la donnée. Deuxième exemple, on a travaillé sur la santé. Alors, on avait lancé un groupe de travail sur la santé avant la crise sanitaire. La crise sanitaire arrive, on s'est saisi du sujet. Réseauville nous a alerté sur le fait qu'il y avait un certain nombre d'études nationales et internationales qui démontraient qu'un certain nombre de facteurs sociaux et sanitaires cumulés pouvaient induire un risque de contamination plus élevé à la Covid-19 et même aussi un risque de contracter des formes graves de la maladie. On le sait, on est tous habitués maintenant, les comorbidités, etc. Mais là, le sujet, c'était est-ce qu'il y a des données qui nous permettent de vérifier si parmi les indicateurs que des grandes études scientifiques affirment être des facteurs de risque, est-ce que ces facteurs de risque sont ou pas surreprésentés dans nos quartiers? Il y a des choses qui peuvent paraître évidentes, d'autres un petit peu moins. Et là, nous avons accédé à d'autres données.
Alors, le projet, on ne l'a fait que sur la Bretagne, parce que c'est l'Observatoire régional de la santé de Bretagne qui nous a communiqué l'ensemble des données nécessaires sur d'abord des questions de pathologie. Les personnes sous traitement anti-asthmatique, les personnes sous traitement antidiabétique, les personnes souffrant d'affections de longue durée. Ça, ce sont des données qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et c'est normal, parce que ce sont des données qui sont protégées. Nos données de santé, c'est un sujet très sensible. Certains d'entre vous ont peut-être vu le reportage Cash Investigation qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques semaines. Le sujet des données de santé, elles ne circulent pas comme ça, ces données-là. Elles ne sont pas publiques, ce n'est pas de l'open data. Nous avons échangé avec le Health Data Hub, qui est le grand système de gestion des données de santé en France. On a expliqué ce qu'on voulait faire. On s'est assuré que nous n'aurions aucune donnée personnelle, que ce serait que des données rigoureusement anonymisées. A fortiori, parce que d'ailleurs, on va les croiser avec d'autres données qui, elles, par contre, sont en open data. Mais on va les croiser avec le type de logement, on va les croiser avec le taux de population bénéficiaire de la CMU et on va les croiser avec le taux de population immigrée, ce qui est un sujet qui n'est pas simple non plus. Je ne lance pas de débat sur le sujet, mais c'est le type de données qu'on manipule toujours avec précaution, parce que soit elles ont un sens et elles racontent des choses et on fait progresser la connaissance, soit on peut vite se retrouver embarqué dans des polémiques et des difficultés, des discussions qui ne sont pas simples. Le travail mené avec Réseauville, c'est aussi une réflexion sur l'éthique de la donnée, sur ce que l'on fait avec ces données. Je ne vais pas vous raconter toute l'étude, elle est disponible en totalité sur le site de Réseauville. Vous avez l'adresse qui est là, le PowerPoint sera disponible ensuite et vous pourrez la consulter. Qu'est-ce qu'elle montre, cette étude? Elle montre que nous sommes capables d'identifier en Bretagne toutes les zones dans lesquelles il y a des populations qui sont en situation de fragilité face au Covid-19. Et elle montre très clairement que toutes les zones fragiles ne sont pas des quartiers poétiques de la ville, mais que la quasi-totalité des quartiers poétiques de la ville sont dans les zones fragiles en matière d'exposition au Covid. Voilà une information qui est objective, intéressante, que l'on pouvait supputer, mais avec des facteurs explicatifs posés de façon rigoureuse, traités à partir de données réelles et pas simplement ce qu'on a pu entendre peut-être au début de l'épidémie, que dans les quartiers, c'était plus compliqué de faire appliquer le couvre-feu et qu'il y aurait plus de contamination parce que par définition, les gens des quartiers seraient moins disciplinés ou que sais-je. On a entendu ce genre de choses. Non, les facteurs objectifs démontrés par des grandes études sur des grandes cohortes internationales sont plus importants et plus présents dans ces quartiers. Le groupe de travail sur la santé poursuit maintenant son action sur un autre sujet qui est celui d'identifier les territoires dans lesquels le taux de non-recours à la complémentaire santé solidaire qui a remplacé la CMU, les deux CMU, d'essayer de voir si le nombre de bénéficiaires de cette complémentaire santé solidaire est à la hauteur des enjeux. Il y a beaucoup de non-recours, on estime qu'il y a près de 40% de non-recours à l'échelle de la France. Est-ce que ce taux de non-recours serait plus ou moins élevé dans les quartiers? Et est-ce que le nombre de personnes concernées est important ou pas? Pour faire quoi? Eh bien, pour mettre en place, en lien avec la CNAM, en lien avec des partenaires comme Harmonie Mutuelle, eh bien, des politiques d'accompagnement et de prévention. Et pour ça, nous avons travaillé sur, là aussi, des données qui sont celles de l'INSEE, mais aussi des données de l'assurance maladie qui est en cours de travail, puisque là, on est sur une négociation de transmission de données sur les bénéficiaires. Et on va trouver un certain nombre de choses, là aussi, tout à fait intéressantes. À nouveau présentées sous forme de cartes, mais le travail se présente aussi sous forme de diagrammes et de tout un tas d'autres outils d'analyse. Mais sous forme de cartes, sur ce sujet du non-recours à la C2S, vous avez là la métropole, la ville de Nantes, pardon. La ville de Nantes. Et la carte que vous avez sous les yeux, c'est le taux de non-recours, le pourcentage de personnes qui, normalement, devraient avoir la C2S et qui n'y ont pas recours. Et si vous connaissez Nantes, en rouge, là, c'est le centre-ville. Et si vous connaissez Nantes, vous savez que dans le centre-ville de Nantes, il y a très peu de logements sociaux et que ce ne sont pas les quartiers de la politique de la ville, ce sont même plutôt des quartiers, j'emploie le mot, bourgeois, huppés, diraient certains, en tout cas des quartiers où le revenu moyen est singulièrement plus élevé qu'à la périphérie de la ville. Et c'est pourtant là que le taux de non-recours à la C2S est le plus élevé. Il y a peu de personnes qui pourraient en bénéficier, mais il y en a très peu qui en bénéficient. Et si on fait l'inverse en termes de gestion des données, que l'on regarde maintenant
le nombre de personnes en valeur absolue qui devraient avoir recours à la C2S et qui n'y ont pas, alors on retrouve la plupart des périmètres de nos quartiers de la politique de la ville. C'est extrêmement intéressant parce que la première carte est totalement contre-intuitive et la deuxième, elle nous montre deux choses. Elle nous montre que probablement le travail d'accompagnement qui est fait dans les quartiers porte ses fruits. En pourcentage, les bénéficiaires potentiels sont plus nombreux à faire valoir leurs droits, mais le nombre de personnes en valeur absolue qui passent à travers les mailles du filet, si je peux m'autoriser l'expression, est plus important et il y a donc certainement encore des actions spécifiques à enclencher. On peut ensuite classer les taux de non-recours par collectivité. On a tout un tas de grilles. Ce travail est encore en cours de développement. Nous aurons un troisième groupe de travail sur la mobilité. Il n'a pas encore complètement démarré ses travaux. Année de Covid oblige. Mais voilà, à travers ces trois exemples, sur l'emploi, sur la Covid, sur la couverture santé, des manières de fonctionner qui sont intéressantes parce qu'elles obligent à décaler un petit peu le regard, elles obligent à sortir de la façon dont on traite habituellement ces questions par une méthodologie qui concerne la gestion des données. Et comme je vous l'ai indiqué en préambule, l'ANCT a souhaité que ces travaux, financés sur 3 ans, donnent lieu à de la valorisation, à de la diffusion d'expériences, à du récit, à de la documentation. Sachez que l'étude sur le Covid est parue dans la presse, largement reprise dans l'Ouest France. Vous connaissez peut-être la revue Horizon Public, qui est une revue qui s'adresse au monde territorial dans son ensemble. Il y a un numéro spécial sur la gestion des données au service des territoires qui est sorti en décembre dernier. Il y a à l'intérieur tout un dossier sur le programme Data et Quartier et sur ce sujet du Covid notamment. Nous intervenons à la demande de Réseauville, y compris auprès des conseillers citoyens qui interviennent dans les quartiers, qui sont des gens de terrain que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui n'ont pas du tout l'habitude de ces outils. Et c'est très intéressant parce que ça nous oblige à structurer une pédagogie, un accompagnement qui explique véritablement quels sont les enjeux et comment tout cela fonctionne, sachant que, en caricaturant un peu les choses, c'est pas parce qu'on a un smartphone dans la poche et qu'on sait commander quelque chose sur Amazon sur un smartphone que l'on comprend comment ça fonctionne, la data, les algorithmes, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont très intéressants. Des témoignages également dans des cadres d'expertise, hein, et notamment Émilie a eu l'occasion avec le data scientist qui a travaillé avec nous sur data et Covid, de travailler par exemple dans le Braze Data Club. Vous ne saviez peut-être pas qu'il y a un Braze Data Club. Je crois que le président est avec nous d'ailleurs. Je salue Romain. Voilà, plus ces webinaires que nous faisons ici. Alors, voilà pour une présentation très rapide du programme. Je vais laisser Émilie conclure et nous faire part des enseignements qu'elle tire, elle, professionnelle de la politique de la ville, de cette expérimentation. Merci Jacques. Les enseignements, d'abord, ils sont en cours, mais effectivement, ils sont au quotidien, au-delà d'une respiration tout à fait personnelle et d'un exercice intellectuel aussi qui est assez génial quand on n'est que dans la politique de la ville, de sortir de ce sujet-là, c'est intéressant. Je dirais qu'en fait, dans les enseignements, c'est un projet qui est à 3 niveaux, qui est un niveau pédagogique, un niveau méthodologique et un niveau de plaidoyer, en fait. Le premier niveau, qui est le niveau de la pédagogie, en fait, Jacques, tu le disais sur la question des conseillers citoyens, nous avons fait des formations auprès de conseils citoyens sur le rôle de la donnée, sur l'utilisation des données et sur ce programme-là qui était exceptionnel, avec un niveau de conscience, y compris des conseillers citoyens qui était quand même de grande qualité. Mais plus que ça, il nous a fallu aussi convaincre le conseil d'administration de Réseauville avec les nouveaux élus qui viennent d'arriver dans les collectivités territoriales sur l'importance de porter la donnée publique et de porter ces sujets-là au sein de leur collectivité. Et puis aussi tous les professionnels de la politique de la ville, parce qu'il faut quand même reconnaître
reconnaître, pour certains si vous en êtes, que ça bouge un petit peu la culture, quoi. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, quand on a présenté ce programme-là, il nous a fallu convaincre que nous n'allions pas remplacer les acteurs de terrain, que nous n'allions pas remplacer un certain nombre d'observations qui étaient faites et qui étaient faites par le terrain. Donc, pour moi, c'est un outil de pédagogie qui est extrêmement fort. C'est un outil de méthodologie parce que la méthodologie de projet qui est utilisée dans les data science est une méthodologie que nous ne connaissions pas, il faut être très honnête, qui est intéressante, qui nous permet autour d'une même table avec des institutions, avec des personnes issues du milieu privé, avec des conseillers citoyens, etc. et puis avec les collègues de Réseauville de se dire quelles questions nous voulons poser, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher ensemble. C'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne en fait quand on fait de la politique de la ville. Donc moi je trouve que ça a forcé un petit peu le trait et ça nous a interrogé ou re-questionné dans nos méthodes professionnelles. Et pour moi ça c'est extrêmement intéressant. Et de méthodologie aussi, parce que comme le disait Jacques, on a eu la chance de pouvoir présenter ce programme-là en Occitanie, on a eu la chance de le présenter à Marseille, on a eu la chance de le présenter à plusieurs endroits, et pour nous, c'est intéressant. Et enfin, c'est aussi un outil de plaidoyer d'abord, parce que c'était l'objet de ce programme-là, pour une vraie diffusion d'une culture de la donnée publique et à tous les niveaux en fait des échelles en fait et à tous les niveaux de territoire à toutes les échelles et dans toutes les politiques publiques, mais aussi pour nous un outil de plaidoyer pour prendre en compte la spécificité des quartiers populaires et la visibilité de ces quartiers-là dans les dynamiques nationales. Globalement, à peu près ces 3 niveaux-là, pédagogique, méthodologique et de plaidoyer. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage. J'ai vu dans le chat une question pour savoir si ces études, justement très intéressantes, ont vocation à être déployées sur l'ensemble du territoire. Voilà, est-ce que vous avez une réponse à ça ? L'idée de ce programme, c'est qu'en fait, il ne nous appartient pas. Nous, on est, j'ai envie de dire, on essuie les plâtres, on travaille à référencer aussi toutes les difficultés qu'on a pu avoir quand on a travaillé ce programme-là, d'où l'intérêt d'être entouré d'experts de ce sujet aussi, hein, quand même, parce que c'est pas Réseauville tout seul qui aurait pu faire un courrier à Pôle emploi pour demander un certain nombre de données. En revanche, c'est Réseauville qui était garant de tout ça, en fait. Donc, c'était plutôt assez intéressant d'avoir cet équilibre-là. L'idée, quand même, c'est que cette méthodologie et ce livre blanc, je ne sais pas si ça prendra la forme d'un livre blanc, puisse être sera diffusé bien entendu et puisse se décliner en fait dans les territoires. C'est pas Réseauville qui le fera bien sûr, mais en tout cas la méthodologie sera à disposition de tous les territoires. D'accord. Par rapport aux premiers résultats que vous avez obtenus sur l'emploi et la santé, est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont étonné ou au contraire vous avez été conforté par rapport à ce que vous aviez comme image des quartiers? Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus? Je ne sais pas si… En tout cas, je peux essayer de vous répondre par rapport à un regard extérieur, même si avant de faire ce métier, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans les collectivités, j'ai été directeur d'office HLM, donc je connais un petit peu ces problématiques, mais il y a des intuitions qui se révèlent fausses à l'épreuve de la donnée. Ça ne veut pas dire que la problématique globale est fausse. Je m'explique. Sur le sujet du non-recours à la couverture santé universelle, solidaire, évidemment que le non-recours à cette couverture est un problème social, un problème de santé, certainement pour des gens, un problème économique global pour la société. On ne se trompe pas en se disant il y a un vrai enjeu à améliorer le recours dans les quartiers de la politique de la ville. Par contre, si on vous dit qu'en pourcentage, le nombre de personnes qui ne font pas valoir leurs droits est extrêmement plus élevé dans les quartiers du centre-ville, je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'imaginer. Et ça, c'est surprenant. Ça n'empêche pas que le pourcentage dans les quartiers, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire ou ailleurs, est trop élevé et que ce pourcentage, même s'il est moins élevé peut-être que dans d'autres quartiers, sans doute parce que le suivi social et l'accompagnement est très présent, ça reste quand même beaucoup trop de monde. Voilà. Sur le Covid,
on a été assez surpris de voir comment la carte se superposait. Voilà, on s'en doutait un peu parce que par rapport aux indicateurs qui étaient utilisés, il n'y avait pas de raison. Ou alors c'est que la cartographie des quartiers politiques de la ville n'était pas bien faite, si vous voulez. Je caricature un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir ce genre de choses projetées, de voir des intuitions projetées. Il y a d'autres intuitions qui sont fausses. Tout à l'heure, j'en évoquais une rapidement tout à l'heure sur la question de l'accès à l'emploi. Cette idée que les gens des quartiers pourraient moins facilement accéder à leurs emplois parce qu'ils auraient moins de permis de conduire qu'ailleurs. Parce qu'ils auraient pas... Ça, c'est une idée qui est complètement fausse. Voilà. Le taux de permis de conduire est même en moyenne, je crois, légèrement supérieur par rapport à la... Donc, il y a plein de sujets comme ça. Sans doute que les professionnels qui travaillent dans les quartiers ne projettent pas non plus les mêmes représentations, mais ils sont peut-être surpris par d'autres éléments. Je vous donne ce qui, moi, m'a peut-être surpris, et ce qui montre en tout cas qu'il faut tirer le fil et qu'il faut s'inscrire dans des démarches où on accède à de plus en plus de données, où on en partage aussi, hein, ça c'est vraiment quelque chose de très important, et on y accède différemment. On n'accède pas à des indicateurs ponctuels, on accède à des données, et on essaye de les faire parler grâce à des nouveaux outils qui sont à notre disposition, qui il y a 5-6 ans n'étaient pas à notre disposition. Oui, et puis complètement d'accord avec ce que dit Jacques. Et par ailleurs, effectivement, il y a des zones parce que en fait, ensuite cet outil-là, il faut reconnaître que chaque collectivité s'en saisit en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que et qu'on sait que ça a pu être sujet à discussion au sein des collectivités territoriales. Ah bah tiens, là t'as vu, il y a ci, il y a ça, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des zones qui ont été par exemple définies comme qui n'étaient pas nécessairement des quartiers prioritaires, mais qui ont été identifiés comme des quartiers en fragilité. Et donc qui confirme aussi des choses. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que je ne dis pas qu'il y a des choses qui nous ont été révélées, mais il y a des contre-intuitions comme disait Jacques, et surtout c'est des outils qui sont des outils d'échange ensuite en interne qui permettent de mobiliser un peu d'autres forces. Voilà. Merci. Alors, d'autres questions justement par rapport aux personnes aux organismes fournisseurs de la donnée. Sur les retours que vous avez pu avoir, comme sur Pôle emploi, etc., quelle est leur appréciation? Et puis, est-ce que ça les incite justement à fournir de la donnée? Alors, je vous réponds aujourd'hui, je n'aurais pas fait la même réponse il y a 18 mois au début du programme, parce que tout ça est quand même en train de changer. Que ce soit les ARS, le Health Data Hub, malgré les quelques polémiques, que ce soit Pôle emploi, que ce soit depuis le 1er janvier dernier, l'IGN, depuis plus longtemps avant l'INSEE, tous les grands organismes publics aujourd'hui s'inscrivent dans une démarche globale qui est celle de la mise à disposition, de l'ouverture et du partage de données, avec des précautions bien sûr. Pas divulguer des données personnelles, évidemment, c'est le b.a.-ba, mais il n'y a pas que ça, il y a des choses à protéger, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de protection du droit des affaires parfois des questions de propriété intellectuelle, mais il y a des règles qui sont de mieux en mieux connues et tous ces acteurs publics ont aujourd'hui des équipes et des stratégies en matière de mise à disposition de données. Alors, c'est vrai que nous, on est allé un petit peu gratter à certains endroits parce qu'on allait chercher des données qui n'étaient pas parmi celles qui étaient disponibles. Et d'ailleurs, sur la Covid, on a fait un travail uniquement en Bretagne, non pas parce qu'en Pays de la Loire, ils auraient refusé de nous les donner, mais parce qu'en Pays de la Loire, les données n'étaient pas agrégées de la même manière et donc ils n'avaient pas les données dont on avait besoin à disposition. Et puis, les collègues territoriaux qui sont là, qui s'intéressent à ces sujets de data et d'open data, savent que les données qu'on doit mettre en open data, c'est des données qui existent, on ne peut pas mettre en open data, on ne va pas fabriquer des jeux de données à la demande pour les mettre en open data. Donc, pour répondre à la question, est-ce que ça les incite à en faire plus? Je dirais que Pôle emploi a des équipes aujourd'hui de data science et de mise à disposition de données qui sont importantes. Néanmoins, et je crois qu'on doit avoir l'honnêteté de le dire parce que ça fait partie des enseignements qu'on a tirés, le fait que dans notre groupe de travail, on travaillait avec un opérateur privé qui lui-même était un peu partenaire du programme et mettait de la data science à disposition, qui est Randstad, le fait que les données puissent être partagées avec un opérateur privé comme Randstad a posé des questions. Et ça, c'est aussi un sujet important, c'est qu'aujourd'hui, en France, on distingue la donnée publique qui est en open data, la donnée privée qui reste de la donnée privée, soit parce qu'elle est personnelle, soit parce qu'elle est protégée par le secret des affaires, le business, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la donnée privée d'intérêt général. Et là, on est au croisement de tout ça. Et c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment de droit de la data qui existe. On a la loi pour une république numérique de 2016, mais il y a plein de choses à inventer, des mécanismes de confiance à créer pour ce partage des données. Et c'est vrai que la discussion avec Pôle emploi, elle a plus porté sur « mais alors, qu'est-ce que Randstad pourrait en faire aussi ?» que sur le principe de mettre les données à disposition pour le programme Data et Quartier.
Donc ça, c'est intéressant. Et pour les ARS, pour y revenir, vous dire simplement que du coup, l'ARS des Pays de la Loire nous a dit, mais nous aussi, on aimerait bien pouvoir le faire. Voilà, c'est peut-être une autre manière de répondre à la question. D'accord. Sur la question du calendrier de mise à disposition de la méthodo, de l'évaluation, le travail s'inscrit sur la durée, comme l'a rappelé Émilie. On a tout un suivi méthodologique de documentation sur l'ensemble de ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment on a fonctionné, comment on a appris, les itérations, etc. Le calendrier de rendu public sera sûrement discuté avec vos collègues de l'ANCT. J'imagine, Émilie, que de toute façon, ça sera avant la fin du programme. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année 2021, tout début 2022, il y aura des éléments qui seront publiés pour que d'autres puissent se saisir de tous ces éléments-là. Et pour continuer sur les questions de l'évaluation, nous, on n'a pas évalué de dispositif. En revanche, effectivement, il y a des choses qui sont en train de naître, notamment, par exemple, dans le Morbihan. Il y a une réflexion avec les 3 villes qui sont des villes qui accueillent des quartiers prioritaires dans leur périmètre pour réfléchir à l'évaluation de leur contrat de ville en utilisant les outils de data science. Donc, c'est vraiment les prémices, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Et là, on commence à voir que ces outils-là vont être des outils qui peuvent être utilisés dans l'évaluation des dispositifs. Moi, ça me paraît intéressant, mais aujourd'hui, ça y est pas. De ceux que je connais dans le Morbihan, ils sont en train d'y travailler. Enfin, je le sais parce qu'on est dans le groupe de travail. Voilà. D'accord. Merci. Alors là, vous nous avez présenté les travaux sur l'emploi, la santé. Je sais qu'il y a aussi des travaux actuellement sur la mobilité. Est-ce que vous pouvez je pense que c'est encore en cours et que c'est pas forcément terminé, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu les axes que vous développez dans cette étude-là spécifiquement? Alors, on peut peut-être en dire 2 choses. La première, c'est qu'on va très certainement avoir un nouveau partenaire, puisqu'on a l'Université de Rennes, en tout cas une équipe de l'Université de Rennes qui va nous rejoindre sur ce projet-là avec des spécialistes de la gestion des données de la mobilité. Et la problématique finale n'est pas encore complètement arrêtée, mais il y a un truc qui nous intéresse et qui intéressera beaucoup toutes les collectivités, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces nouvelles données disponibles dont on nous promet monts et merveilles, notamment les données qui viennent des téléphones mobiles, les données de Waze, de Google, etc., dont on voit que beaucoup de territoires se saisissent pour essayer d'analyser, de comprendre les flux auprès des commerces dans les centres-villes, dans toutes les villes cœur de ville, dont on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur le plan du tourisme, se dire, eh bien, après tout, ces nouveaux outils, d'abord, est-ce qu'ils marchent vraiment? Ça nous intéresse d'aller creuser. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Parce qu'ils ne permettent peut-être pas tous de faire la même chose. Et est-ce que ça peut nous être utile aussi pour l'analyse des mobilités liées à toutes les personnes qui habitent dans les quartiers politiques de la ville? Alors, soit en lien avec l'emploi ou pas, je crois qu'il y a un groupe de travail qui est programmé bientôt et qui en décidera. Mais probablement allons-nous utiliser ce type de données. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités sont démarchées par des fournisseurs de données de ce type-là. Ça pose aussi pas mal de questions derrière, y compris de protection de la vie privée. Donc, c'est intéressant de s'attaquer à cette question-là aussi. Très bien, merci pour ces réponses. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a mis dans le chat j'ai à titre personnel un parcours d'économiste et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'expliquer la différence entre causalité et corrélation, la signification des tests statistiques, qu'est-ce qu'un seuil de significativité à certains de mes collègues, etc. Or, c'est très difficile même de l'expliquer simplement. Alors, il y a un point qui est très important et merci à la personne qui insiste sur la méthode et sur la question des statistiques. On ne l'a pas fait aujourd'hui, je crois qu'on l'avait fait dans le webinaire précédent, c'est d'expliquer ce qui est nouveau dans ces outils. Parce que les outils que l'on utilise, et notamment ceux que l'on va utiliser derrière pour modéliser les parcours des bénéficiaires de la couverture santé solidaire et essayer de comprendre les zones de non-recours, ne sont plus seulement des outils statistiques. On rentre dans ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire que là où on avait des données statiques, pour lesquelles on va faire des analyses de corrélations diverses et variées, on va utiliser des algorithmes qui, alimentés de données massives, vont essayer de comprendre des mécanismes qui n'apparaissent pas par des traitements habituels. Pour essayer de l'expliquer,
c'est un petit peu comme si on était capable d'identifier des motifs, des choses qui s'assemblent comme un patchwork et qui vont permettre d'avoir une vision. Les spécialistes disent qu'aujourd'hui, nos territoires sont couverts de ce qu'on appelle d'une seconde peau numérique qui est faite d'un volume de données absolument colossal qui provient de multiples sources, notamment le plus gros capteur de données qui existe, c'est notre téléphone portable, et on le sait tous plus ou moins, mais on n'en mesure pas l'importance et la portée et les conséquences. Et on travaille avec des outils qui sont complémentaires, des outils statistiques classiques, mais qui ne sont pas les mêmes. Ce qu'on vous a présenté là sur la C2S, ce sont de premiers travaux qui reposent sur de la statistique, de la cartographie, de la data visualisation. Mais on va les compléter avec des analyses qui sont plus sophistiquées d'une certaine manière, qui ne supplantent, les unes ne remplacent pas les autres. C'est des discussions qu'on a eues avec l'Observatoire de la politique de la ville notamment. Les unes ne remplacent pas les autres, mais elles apportent un regard différent et parfois des informations qu'on n'arrive pas à attraper par les outils statistiques classiques. D'accord. Bon, je vois qu'il y a une question plus pour l'ANCT. Alors, je ne sais pas si Danaï pourrait répondre. Est-ce que l'ANCT compte capitaliser, diffuser et conventionner avec les pourvoyeurs de données au niveau national? Justement, je pense que c'est dans le but de déployer cette démarche que vous avez eue en Bretagne, Pays de la Loire, sur l'ensemble du territoire. Mais... je préfère en tout cas de ne pas répondre à cette question, mais on aura des informations, je pense, complémentaires. Je ne sais pas, Émilie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconisera. Mais voilà, parce que c'est vrai que tant que, si on imagine que chacun des acteurs comme nous imagine la même chose dans ces territoires, honnêtement, enfin, c'est le principe même de capitaliser et de diffuser, c'est de se dire, pourquoi pas la NCT, en qui on a grande confiance, pourrait faire ça. Ça ne m'appartient pas de dire oui ou non, mais en tout cas, c'est ce qu'on proposera. Ça fera partie de ce qu'on proposera, c'est sûr. C'est sûr. Alors, je vois que Romain Vallée a mis un lien dans le chat pour une vidéo ressources complémentaires, donc n'hésitez pas à la télécharger. Donc, c'est sur le sujet de la data et les tenants et aboutissants des enjeux de la politique de la ville. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'on arrive au terme de ce webinaire. En tout cas, au niveau du timing, on est bien. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, un grand merci à Jacques Priol et Émilie Sarrazin pour votre présentation très claire et qui donne envie de poursuivre sur ce sujet. Donc, en tout cas, on reste à votre disposition avec Danaï pour éventuellement faire un acte 3 sur le Big Data, on va dire courant 2022. Avec plaisir. Sinon, d'ici là, pour le mois de juin, on a une grosse activité webinaire rendez-vous de la politique de la ville, puisqu'on en a encore 2 de programmés là, sur le mois de juin. Le prochain, c'est le 24 juin. Ce sera sur le programme emploi et compétences avec notamment Pôle emploi. Et puis le 29 juin, nous aurons l'ANA pour parler de la gestion urbaine de proximité au service des copropriétés, voilà, dans les quartiers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. La communication est passée sur les plateformes, sur la grande équipe et puis sur la e-communauté développement local. Et puis, on vous attend nombreux pour ces 2 prochains webinaires. Bonne fin de journée à tous, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.